Il avait de l'argent, du pouvoir et des relations au sommet du monde. Il dînait avec des présidents, fréquentait des stars, possédait une île privée et un avion personnel. Pour beaucoup, Jeffrey Epstein incarnait une réussite inaccessible. Mais son nom est aujourd'hui associé à l'un des chapitres les plus sombres de notre époque. Pas pour ce qu'il a créé, mais pour ce qu'il a détruit. Et surtout pour ce qu'il révèle d'un problème bien plus vaste, bien plus dérangeant et bien plus proche de nous que nous aimerions l'admettre. Une statistique suffit à faire froid dans le dos. Dans le monde, environ un enfant sur 5 est confronté à un comportement inapproprié de la part d'un adulte au cours de sa vie. 1 sur 5, ce chiffre ne parle pas de cas exceptionnels, ni de monstres isolés. Il parle de notre société. Il implique une réalité insupportable. Il y a presque forcément des victimes autour de vous. Dans votre quartier, dans votre école, dans votre famille élargie. Et peut-être aussi, sans que vous le sachiez, des personnes dangereuses. Le plus troublant, c'est que la majorité d'entre elles ne correspondent pas à l'image que l'on se fait d'un agresseur. Elles ont l'air normales, respectables. Parfois admirées, c'est précisément pour cela qu'elles passent inaperçues. Nous aimons croire que le danger vient toujours de l'extérieur, d'un inconnu, d'une silhouette inquiétante. Mais la réalité est bien plus inconfortable. Le danger porte souvent un visage familier. Celui d'un adulte en qui l'on a confiance. Un enseignant apprécié, un entraîneur, un éducateur, un voisin serviable. Parfois même un leader respecté ou une figure publique. C'est cette dissonance qui rend le sujet si difficile à regarder en face. Et pourtant, c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. D'après certaines études, certaines caractéristiques du cerveau se mettent en place très tôt, parfois avant même la naissance. Cela amène une question que beaucoup refusent d'aborder, tant elle est explosive. Si certaines préférences humaines sont ancrées biologiquement, alors qu'en est-il de l'attirance pour les enfants? Est-ce un choix, une déviance, une maladie ou quelque chose d'autre? Aujourd'hui, nous allons parler du sujet le plus tabou de la psychologie. Non pas pour choquer gratuitement, mais parce que l'ignorer protège les agresseurs, jamais les victimes. Pour comprendre, il faut commencer par une image simple. Imaginez que chaque être humain possède dans son cerveau un filtre automatique. Ce filtre classe ce que nous voyons en 2 catégories fondamentales. Ce qui relève d'un partenaire potentiel et ce qui relève de quelqu'un à protéger. Chez la majorité des gens, ce filtre est clair, stable et fonctionne sans effort conscient. Un enfant est immédiatement perçu comme quelqu'un de vulnérable, qui nécessite protection et soins. Mais chez certaines personnes, ce filtre ne fonctionne pas correctement. La frontière est brouillée et c'est là que commence le problème. En psychiatrie, la pédophilie ne désigne pas une attirance vague pour la jeunesse ou pour des adolescents. Elle se définit comme un intérêt sexuel persistant et récurrent pour des enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté. Des enfants qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe, qui ne peuvent pas donner un consentement éclairé et qui se retrouvent toujours dans une position de victime. Ce point est essentiel car il distingue clairement une préférence pathologique d'une simple attirance liée à l'âge. Et surtout, il rappelle une chose fondamentale. Ici, il n'y a jamais d'égalité. Il est important de déconstruire une idée fausse très répandue. Toutes les personnes présentant le trouble de pédophilie ne passent pas à l'acte. Certains vivent toute leur vie avec cette attirance sans jamais nuire à un enfant. Mais lorsqu'un passage à l'acte se produit, il ne peut jamais être banalisé, minimisé ou excusé. La responsabilité de l'acte reste totale. Les recherches en neurosciences montrent que, chez les personnes concernées, certaines zones du cerveau fonctionnent différemment. On observe notamment des anomalies dans les régions impliquées dans le contrôle des impulsions et dans la distinction des signaux sociaux. Le cerveau n'interprète plus correctement ce qui relève de la protection et ce qui relève de la sexualité. Dans de rares cas documentés, des lésions cérébrales, des tumeurs, des accidents vasculaires ou certaines maladies neurodégénératives ont même déclenché soudainement des comportements totalement absents auparavant. Ces situations, bien que rares, montrent une chose essentielle. Il ne s'agit pas simplement d'un fantasme ou d'un choix moral, mais d'un dysfonctionnement réel du système cérébral. Mais la biologie n'explique pas tout. Elle n'est qu'une partie de l'équation. Lorsqu'on analyse de nombreux dossiers judiciaires et études cliniques, des schémas environnementaux apparaissent fréquemment. Une enfance marquée par le froid émotionnel, la violence, la solitude, l'absence de relations affectives sécurisantes. Contrairement à un mythe très répandu, la majorité des personnes ayant subi des traumatismes dans l'enfance ne deviennent jamais des agresseurs.
Cependant, lorsque le cerveau est déjà fragile ou atypique, un environnement destructeur peut agir comme un catalyseur et aggraver les dérèglements existants. Dans la réalité, la majorité des violences ne ressemblent pas à ce que l'on voit dans les films ou les documentaires sensationnalistes. Elles sont rarement brutales au départ. Elles sont progressives, silencieuses, presque invisibles. Les psychologues appellent cela le grooming, un processus d'approche qui commence par l'attention, l'écoute, la compréhension, parfois des privilèges ou des cadeaux. Puis, très lentement, les limites se déplacent. L'enfant ne se rend même pas compte qu'elles existent, encore moins qu'elles sont franchies. Et c'est précisément ce qui rend ce mécanisme si dangereux. Aujourd'hui, ce processus est facilité par le numérique. Jeux en ligne, réseaux sociaux, messagerie privée. Les mêmes schémas se répètent, mais avec une portée bien plus large et une surveillance bien plus difficile. L'agresseur n'a plus besoin d'être physiquement présent. Il peut s'insérer dans la vie d'un enfant en quelques clics, souvent à l'abri des regards adultes. Et trop souvent, ces signaux d'alerte sont ignorés, minimisés ou mal compris. Un autre tabou mérite d'être brisé. Lorsque l'on parle de ces crimes, l'image qui vient immédiatement à l'esprit est celle d'un homme. Pourtant, des femmes commettent aussi des abus. Simplement, elles sont moins soupçonnées, moins signalées et moins poursuivies. Parce que la société associe encore spontanément la féminité à la bienveillance et aux soins. Cette perception crée un angle mort dangereux, dans lequel certaines situations ne sont jamais questionnées et donc jamais traitées. Alors, revenons à la question centrale. Peut-on parler d'orientation sexuelle? La réponse est non. Une orientation implique des relations entre adultes capables de consentir librement. Ici, le consentement est impossible par définition. Même si certaines structures cérébrales peuvent présenter des similitudes superficielles, la fonction, l'éthique et les conséquences sont radicalement différentes. C'est pour cela que la pédophilie est classée parmi les paraphilies et non parmi les orientations. Il est possible d'avoir de la compassion pour des personnes qui vivent avec un trouble qu'elles n'ont pas choisi, tant qu'elles ne font de mal à personne. Mais cette compassion ne doit jamais se transformer en complaisance. Le moment où une pensée devient un acte envers un enfant, ce n'est plus une question scientifique ou philosophique. C'est un crime. Il n'existe aucune zone grise, aucune justification, aucun mais. La responsabilité collective est immense. Elle commence par refuser de glorifier les puissants sous prétexte de leur statut, par refuser de fermer les yeux sur des comportements étranges parce qu'ils viennent de personnes respectées, par arrêter de dire « ça n'arrive pas chez nous ». Et surtout, par changer le message que nous envoyons aux enfants. Il ne suffit pas de leur apprendre l'obéissance et le respect de l'autorité. Il faut aussi leur apprendre qu'ils ont des limites, qu'ils ont le droit de dire non et qu'ils seront toujours écoutés et crus. Un enfant véritablement protégé est un enfant qui sait qu'il peut parler sans être jugé, sans être puni, sans être ignoré. Le silence est l'allié principal des abus. La parole est la première protection. Ce sujet est inconfortable, il dérange. Il met en cause nos certitudes et notre besoin de croire que le monde est simple. Mais l'ignorer ne le fait pas disparaître. Au contraire, cela le rend plus dangereux. Si cette vidéo vous a mis mal à l'aise, alors elle a rempli sa mission. Parce que c'est dans cet inconfort que naît la vigilance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, soyez attentifs à ceux qui ne peuvent pas encore se défendre seuls. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous si vous voulez continuer à réfléchir à ces sujets difficiles mais essentiels. Et surtout, ne détournez jamais le regard.